Le son arriva d'abord, grave et guttural, quelque part entre un feulement et un grognement, montant du salon par vagues qui n'avaient rien de vraiment alarmant. Trop rythmé pour être de la douleur, trop théâtral pour être de la peur. Vous reposâtes votre tasse de café à mi-chemin des lèvres, et vous avançâtes vers l'embrasure de la porte, le cœur battant malgré vous. Parce qu'avec un lynx dans la maison, on apprend vite à distinguer l'alerte véritable du reste. Et ça, c'était le reste. Vous contournâtes l'angle et vous vous arrêtâtes net. Il était là, votre lynx roux, sauvé, étalé sur le parquet, dans une pose d'un dramatisme si absurde qu'on aurait dit une mise en scène. Une patte avant, enfoncée, jusqu'au fond de la gueule ouverte d'un petit requin en plastique, de ceux qui arborent des nageoires bleues vifs, et un sourire figé, la tête rejetée en arrière, la gueule grande, ouverte en plein feulement, le corps tacheté, tordu comme s'il livrait un combat à mort contre un prédateur 10 fois plus gros que lui. Sauf que le requin faisait à peine 15 centimètres, et ses yeux ambres qui ne sciaient jamais, se posèrent sur vous dès l'instant où vous entrâtes, vérifiant que vous regardiez bien. Vous avez failli éclater de rire, mais vous vous êtes retenu, car ce n'était pas la première fois, loin de là. Quand vous l'aviez ramené à la maison, 8 mois plus tôt, vous vous attendiez à quelque chose de plus discret, de plus méfiant. L'association de sauvetage vous avait prévenu. Il avait connu le traumatisme, trouvé jeune, dénutri, seul, d'une manière que les lynx ne sont pas censés connaître. Il disait qu'il ne ferait peut-être jamais totalement confiance aux humains, qu'il passerait probablement ses journées à se cacher, à observer de loin, à garder intact son cœur sauvage. Et pendant les premières semaines, c'est exactement ce qu'il fit. Il restait sous les meubles, vous regardait depuis l'ombre, sursautait au moindre geste brusque. Vous lui avez laissé de l'espace, du temps. Vous l'avez laissé fixer le rythme, et puis, lentement, quelque chose a bougé. Il a commencé à apparaître dans les encadrements de portes, à vous suivre de pièce en pièce, à émettre de petits roucoulements quand vous lui parliez. Et puis un matin, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a poussé un stylo du plan de travail, l'a regardé tomber, vous a regardé, en a poussé un autre, plus lentement, comme s'il testait une hypothèse. Quand vous avez ri, un petit rire surpris, ses oreilles se sont dressées. Il a roucoulé et a poussé un troisième stylo, délibérément. C'est là que vous avez compris. Ce lynx ne guérissait pas seulement. Il apprenait. Il apprenait que certains comportements déclenchaient certaines réactions, que le jeu amenait l'attention, que le bruit ramenait votre présence, que le drame vous rapprochait. Et pour un animal sauvage qui avait été seul et effrayé, la proximité était devenue la monnaie qu'il désirait le plus. Des mois plus tard, il avait perfectionné l'art. Il ne jouait plus, il performait. Il traînait les couvertures à travers le salon pour en faire des nids chaotiques, jetant des regards en arrière pour vérifier que vous aviez remarqué. Il donnait des coups de patte exagérés au cordon qui pendait. Tout son corps se tendait et bondissait, comme s'il abattait une proie 2 fois plus grosse que lui. Il s'étalait en travers des passages, vous obligeant à enjamber son corps. Et quand vous le faisiez, il levait une patte de velours et vous touchait la cheville. Pas fort, juste assez pour dire « Je suis là, regarde-moi ». Et si jamais vous l'ignoriez, s'il vous arrivait de vous absorber dans un livre ou un appel, il montait d'un cran. Un roucoulement plus fort, une tasse renversée, un effondrement théâtral sur le flanc, les pattes écartées, comme s'il avait été terrassé par l'ennui lui-même. Mais le requin, c'était spécial. Il était apparu 3 jours plus tôt, oublié par le petit voisin, après une session de jeu improvisée dans le jardin. Vous l'aviez retrouvé le soir, à moitié enfoui dans l'herbe, et rapporté à l'intérieur, en pensant le rendre. Vous l'aviez posé sur la table basse, oublié, et étiez allé vous coucher. Le lendemain matin, le requin était par terre. Votre lynx était assis à côté, une patte posée sur la nageoire dorsale, le fixant avec l'intensité qu'il réservait habituellement aux souris ou aux araignées occasionnelles. Vous l'aviez observé depuis la cuisine. Il avait tourné autour du jouet, abaissé son corps en position de traque. Ses reins avaient frétillé, et puis, au lieu de bondir, il avait tendu une patte prudente et l'avait glissée directement dans la gueule ouverte du requin, entre les rangées de dents en plastique. La bouche s'était refermée d'un claque. Il s'était figé, les oreilles plaquées en arrière, puis avait poussé le feulement le plus ridicule et exagéré que vous ayez jamais entendu, se laissant tomber sur le côté comme s'il avait été mortellement blessé. Vous aviez accouru, pensant que le jouet l'avait vraiment coincé ou blessé. Mais dès que vous vous étiez agenouillé près de lui, il avait cessé de feuler, vous avez regardé, avait retiré sa patte sans effort, et l'avait aussitôt remise dedans en recommençant à feuler. C'est là que vous aviez compris. Il n'était pas coincé, il n'avait pas mal, il jouait la comédie. Et la comédie nécessitait un public. Pendant les 2 jours suivants,
le requin devint son accessoire préféré. Il le transportait de pièce en pièce dans sa gueule, les nageoires bleues rebondissant à chaque pas. Il le déposait à vos pieds pendant que vous cuisiniez. Il le posait sur le clavier de votre ordinateur pendant que vous travailliez. Et à chaque fois, la routine était la même. Pattes dans la gueule, feulement théâtral, roulade, regard fixé sur vous pour vérifier que vous regardiez bien. Si vous railliez, il recommençait plus fort. Si vous l'ignoriez, il rapprochait le requin, le poussait contre votre jambe, exigeait votre participation. Et quand d'autres personnes étaient là, amis, famille, n'importe qui, son énergie doublait. Il devenait plus bruyant, plus chaotique, plus absurdement engagé dans son rôle, parce qu'à un moment, ce lynx sauvé avait compris quelque chose de profond, que la joie était contagieuse, que le rire créait du lien, que la bêtise pouvait être un pont entre les espèces, entre le traumatisme et la confiance, entre un cœur sauvage et la douce sécurité d'être aimé. Et maintenant, planté dans l'embrasure de la porte à le regarder feuler, avec sa patte coincée dans un requin en plastique, vous réalisiez autre chose. Ce n'était plus seulement lui, c'était vous aussi. Ces pitreries vous avaient appris à faire une pause, à remarquer, à trouver du délice dans les petites absurdités du quotidien, partagées avec une créature qui avait toutes les raisons de ne plus faire confiance aux humains, et qui avait choisi de vous faire confiance, une performance ridicule après l'autre. Il a feulé encore, plus fort, et vous n'avez pas pu vous retenir. Vous avez ri. Et dès l'instant où vous avez ri, ses yeux se sont illuminés, sa queue a frémi, et vous avez su avec certitude que le spectacle du requin était loin d'être terminé. Tout avait commencé petit, comme la plupart des transformations. Dans les premières semaines après qu'il eut découvert le pouvoir de la réaction, votre lynx, que vous aviez baptisé Léo, avait commencé à expérimenter le lien de cause à effet comme un savant testant des variables. Il s'asseyait sur le plan de travail de la cuisine, endroit interdit, et poussait lentement, délibérément, une cuillère vers le bord. Sa patte avançait par minuscules incréments, les yeux ambres fixés sur votre visage, guettant. Au moment où la cuillère s'écrasait par terre, il émettait un petit roucoulement interrogateur, et si vous soupiriez, si vous montriez la moindre réaction, il recommençait. Une autre cuillère, puis une fourchette, puis le sucrier. Chaque objet poussé avec la même précision. Chaque chute suivie du même roucoulement plein d'espoir, comme s'il disait « Tu as vu ce que j'ai fait ?» Vous aviez lu tout ce qu'il fallait sur l'enrichissement pour les félins sauvages en captivité, que l'ennui pouvait être aussi destructeur qu'une blessure physique, que les prédateurs intelligents avaient besoin de stimulation mentale, autant que de nourriture et d'eau. Mais ça allait au-delà. Ce n'était pas seulement de l'enrichissement, c'était de la communication. Il apprenait votre langage par essai et erreur, construisait un vocabulaire de gestes, de sons, de chaos parfaitement chronométré qui signifiait « Je suis là, j'existe, je compte pour toi ». Et plus vous répondiez, plus ces expériences devenaient élaborées. Il avait appris que certains vocalises vous faisaient accourir, que les petits roucoulements vous faisaient vous accroupir et lui parler doucement, que les feulements plus graves vous faisaient arriver inquiet, que les trilles, ces bruits roulants et gargouillants que font les lynx quand ils sont contents, vous faisaient sourire. Et parfois, quand il avait de la chance, vous asseyez près de lui pour caresser la fourrure le long de son dos. Il cartographiait vos réponses émotionnelles, comme un lynx sauvage cartographie son territoire, marquant ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, construisant tout un répertoire de comportements pour vous garder engagé. Les effondrements théâtraux avaient commencé vers la 6e semaine. Vous lisiez sur le canapé, absorbé par votre livre, quand soudain, il sautait sur le coussin, à côté de vous, tournait 2 fois sur lui-même, puis s'effondrait sur le flanc, avec un bruit sourd et un long soupir exagéré. Tout son corps devenait mou, les pattes écartées dans des angles bizarres, la tête rejetée en arrière comme terrassée par une force invisible. La première fois, vous aviez vraiment vérifié s'il n'était pas blessé, passant les mains sur ses côtes, cherchant des signes de détresse. Mais sa respiration était régulière, ses yeux mi-clos. Il vous regardait avec ce qui ne pouvait être que de la satisfaction. Et dès que vous avez ri, un petit rire surpris, il avait recommencé. Même chute spectaculaire, même pause expectative ensuite, guettant si ça avait marché. Ça marchait toujours. Vos amis avaient commencé à le remarquer. Il venait pendiner, et il apparaissait dans l'embrasure, évaluait la pièce, puis se lançait immédiatement dans ce que vous appeliez son numéro d'ouverture. Il attrapait le jouet le plus proche, souvent une vieille balle de tennis ou une canne à plumes, et le portait au centre de la pièce à grands pas exagérés, comme un maître de cérémonie menant une parade. Puis, il le lâchait, fixait les humains rassemblés, et commençait la traque, les reins frétillants, le bond explosif qui envoyait le jouet valser sur le parquet. Et inévitablement,
Il jetait un regard par-dessus son épaule pour vérifier que tout le monde regardait. Si le silence tombait, si l'attention dérivait vers la conversation ou les téléphones, il montait d'un cran. Roucoulement plus sonore, roulade plus spectaculaire, sprint intégral qui finissait en dérapage contre le mur. Il avait appris ce que la plupart des animaux sauvages n'apprennent jamais. Que l'attention humaine pouvait s'obtenir, se manipuler, se maintenir par la performance. Et il était très très doué. Mais le requin, c'est là que tout a basculé. Il traînait sur la table basse depuis 3 jours. Et l'obsession de Léo était passée de l'intérêt passager à une véritable fixation. Tous les matins, après avoir mangé, la première chose qu'il faisait était de le chercher. Il le transportait dans différentes pièces pour tester les lieux. La salle de bain, où les carreaux faisaient résonner ses feulements. Le couloir, où l'acoustique était particulièrement dramatique. La chambre, où il pouvait le déposer sur votre poitrine à l'aube et regarder votre visage passer du sommeil à la surprise. Il affinait son numéro, apprenait quels environnements produisaient les meilleures réactions, quelle configuration de public déclenchait le plus de rire. Vous aviez commencé à repérer des schémas. Quand le petit voisin, celui qui avait oublié le requin, et que vous appeliez maintenant Tom, venait, l'énergie de Léo explosait aussitôt. Il attrapait le jouet avant même que l'enfant ne soit assis, se lançait dans le numéro de la patte coincée avec une vigueur décuplée et refusait d'arrêter tant qu'il n'avait pas obtenu au moins 3 bons éclats de rire. Tom hurlait de joie, pointait du doigt. « Regarde, le requin le mange !» Et Léo répondait en faisant encore plus fort, feulement plus long, roulade plus théâtrale, pause prolongée, où il restait parfaitement immobile, la patte, toujours coincée, comme s'il attendait le signal pour reprendre. C'est pendant une de ces représentations que vous aviez remarqué autre chose, plus discret. Entre les feulements outranciers et les gestes exagérés, il y avait des moments où il s'arrêtait et vous regardait, avec une expression qui n'était ni joueuse ni quémandeuse, quelque chose de plus doux, presque comme s'il vérifiait. « Ça va? On va bien? Je fais bien. » Et vous sentiez une boule dans la gorge, en réalisant que ce n'était pas seulement pour divertir. C'était pour la confiance, pour un animal sauvage qui avait été seul et terrifié, qui avait toutes les raisons de tenir les humains à distance, et qui choisissait au contraire d'être vulnérable de la façon la plus étrange qui soit, par la joie, par la bêtise, en vous laissant le voir absolument ridicule. Les représentations du requin étaient redevenues un rituel quotidien. Le café du matin signifiait l'apparition du requin. Les sessions de travail de l'après-midi signifièrent le requin déposé sur votre clavier. Les soirées télé signifièrent le combat épique sur le tapis, tandis que vous faisiez semblant de l'ignorer, sachant très bien que l'ignorer faisait partie du jeu, qu'il montrait en puissance jusqu'à ce que vous reconnaissiez la performance, et vous reconnaissiez toujours, parce que son besoin de vous faire rire était devenu votre besoin de le voir heureux. Mais il y eut le jour où il alla trop loin. Vous vous étiez réveillé avec la sensation désormais familière de quelque chose déposé sur votre poitrine. Le requin, encore un peu humide de sa gueule, ses dents en plastique brillant dans la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre. Léo était assis près de votre oreiller, les yeux ambres fixés sur votre visage, attendant. Vous avez grogné, roulé sur le côté, tiré la couette sur votre tête. Vous vous étiez couché tard, épuisé, et l'idée de participer à un spectacle de requins à 6 heures du matin dépassait vos forces. Vous l'avez entendu roucouler 1 fois, 2 fois, interrogateur, puis plus rien. Vous avez pensé que juste pour cette fois, il laisserait tomber. Vous aviez tort. Le feulement qui jaillit de son gosier fut si puissant, si prolongé, si absolument engagé dans le volume maximal que vous avez bondi hors du lit, convaincu que quelque chose n'allait vraiment pas. Vous avez rejeté la couette, baissé les yeux, et il était là, étalé par terre, à côté du lit, la patte enfoncée dans la gueule du requin, la tête rejetée en arrière, dans une expression d'agonie lyrique. Mais ses yeux étaient rivés aux vôtres, guettant votre réaction avec une concentration laser. Vous avez éclaté de rire, impossible de vous retenir. L'absurdité d'être réveillé par un lynx simulant une attaque de requin était trop forte. Et dès que vous avez ri, il a cessé de feuler, retiré sa patte et l'a immédiatement remise dedans, en recommençant tout depuis le début. « D'accord », avez-vous dit à voix haute, en vous asseyant au bord du lit. « D'accord, je regarde. Tu as gagné. » Il a roucoulé, satisfait, et a continué le spectacle. Vous avez tendu la main pour retirer doucement le jouet, pensant le rediriger vers le petit déjeuner. Mais dès que vos doigts ont touché la nageoire, il a enfoncé sa patte plus profondément et a refermé ses mâchoires sur le plastique, refusant de lâcher. Pas avec agressivité, pas avec peur, juste un refus poli de mettre fin au numéro.
Ses yeux ont croisé les vôtres. Pas encore. On n'a pas fini. Et c'est là que vous avez entendu des pas dans le couloir. La porte de la chambre qui grinçait. La voix encore ensommeillée de votre compagnon, Clément. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que quelqu'un... Il s'est arrêté net en découvrant la scène. Vous en pyjama au bord du lit. Le lynx étalé par terre, avec un requin en plastique accroché à la patte. L'expression sur votre visage, moitié épuisement, moitié tendresse, impuissante. Léo a vu le nouveau spectateur. Ses oreilles se sont dressées. Et il a repris le numéro depuis le début, avec une énergie renouvelée. Quand le soleil fut complètement levé, il y avait 4 personnes dans la chambre. Vous, Clément, la voisine, que tout le monde appelait Madame Dubois, qui avait entendu le raffut par la fenêtre ouverte et était venu vérifier. Et Tom, rappelé expressément pour assister à ce qui était devenu l'œuvre majeure de Léo, il était au paradis. On avait retiré et remis le requin 3 fois, et à chaque fois, il l'avait récupéré, rapporté au centre du public et repris le spectacle. Il roulait, donnait des coups de pattes arrière dans le vide, se laissait mourir, puis ouvrait un œil pour vérifier que tout le monde regardait encore. Tout le monde regardait encore. La pièce résonnait de rire, de vrais rires francs, ceux qui font mal au ventre et mouillent les yeux. Et Léo était au centre, se nourrissant de l'énergie, chevauchant la vague d'attention comme s'il était né pour cet instant précis. Ce qui, d'une certaine façon, était peut-être le cas. Parce que pour un animal qui avait commencé sa vie, abandonné et terrifié, qui avait appris la survie avant d'apprendre le jeu, ce n'était pas qu'une performance. C'était la preuve que le monde pouvait être assez sûr pour la bêtise, que la confiance pouvait ressembler à la joie, que la guérison pouvait sonner comme un rire. Et puis, au moment où le chaos atteignait son apogée, quand on aurait dit qu'il pourrait chevaucher cette vague indéfiniment, il s'est arrêté, tout simplement arrêté. Il a retiré sa patte du requin, s'est levé, et a traversé la foule d'humains avec une dignité tranquille, le jouet pendant de sa gueule. Il s'est dirigé droit vers vous, a grimpé sur vos genoux, et a déposé délicatement le requin sur votre cuisse. Puis il vous a regardé, a roucoulé une fois, doucement, interrogateur, et a attendu. La pièce s'est tue, tout le monde regardant, attendant la suite. Le petit requin reposait sur votre cuisse, encore tiède de sa gueule, un petit pont de plastique et de confiance entre vous et le lynx qui vous l'avait offert. Pendant un instant, la pièce a retenu son souffle. Clément dans l'embrasure, sa tasse de café à mi-chemin des lèvres. Madame Dubois adossée à la commode, souriante. Tom assis en tailleur par terre, les yeux écarquillés avec cette révérence particulière que les enfants réservent au moment qu'ils savent important, sans pouvoir l'expliquer. Et votre lynx, votre sauvage, ridicule, guérissant lynx, restait parfaitement immobile sur vos genoux, attendant quelque chose que vous ne saviez pas nommer. Vous avez passé la main entre ses oreilles, là où la fourrure rousse s'assombrit. « C'était bien », avez-vous murmuré, sachant qu'il ne comprenait pas les mots, mais espérant qu'il comprendrait le ton. « Tu t'es bien amusé ?» Il a roucoulé, un petit son clair. Puis il s'est levé, a tourné en rond sur vos genoux, et a sauté par terre. Le requin est resté où il l'avait laissé. Il est allé au centre de la chambre, s'est assis, et a commencé à faire sa toilette avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui prépare un rappel. Ça aurait dû être la fin. Le spectacle était terminé. Le public avait ri. Le lien était fait. Mais vous aviez sous-estimé à quel point il s'était engagé dans son rôle de clown officiel de la maison, et à quel point il avait peu envie de laisser un numéro à succès prendre sa retraite. Le schéma s'est installé dans les jours suivants, avec l'inéluctabilité du temps. Tous les matins, le requin. Tous les après-midi, le requin. Tous les soirs, quand vous vous installiez sur le canapé pour vous détendre, il apparaissait, le jouet serré dans sa gueule, les yeux brillants d'intention. Il le lâchait à vos pieds, attendait exactement 3 secondes. Et si vous ne réagissiez pas, il le reprenait et le lâchait plus près, accompagné d'un roucoulement à la fois poli et insistant. Il avait appris que la persistance payait, que les humains avaient un point de rupture où la fatigue cédait à la participation, et il avait cartographié ce point avec la précision d'un stratège. Mais ce n'était plus seulement vous. La nouvelle s'était répandue comme toutes les histoires d'animaux hors normes dans les petits quartiers. Madame Dubois l'avait dit à l'épicerie, l'épicier à sa sœur, la sœur au club de lecture. Et soudain, les gens trouvaient des excuses pour passer. Je venais juste déposer la recette dont je t'avais parlé. Je me suis dit que ces tomates du jardin pourraient vous plaire. On m'a dit que vous aviez un lynx qui fait des numéros avec un requin en plastique. Il le formulait comme une question, désinvolte et curieuse, mais vous voyez l'espoir dans leurs yeux, l'envie de voir quelque chose d'inattendu, quelque chose qui rompe la monotonie des jours ordinaires. Et Léo, avec l'instinct d'un artiste qui connaît son public,
ne décevait jamais. Le salon était devenu sa scène. Vous aviez cessé d'essayer de prévoir quand il lancerait le numéro. Il avait son propre sens du timing, sa propre compréhension du moment où une assemblée avait besoin d'être divertie. Parfois, c'était immédiat. Un visiteur à peine assis, il surgissait, requin en gueule, prêt à commencer. D'autres fois, il attendait, laissait la conversation couler, les gens s'installer. Et puis il faisait son entrée avec un sens comique parfait, sachant que l'anticipation faisait la moitié du plaisir. Sa technique avait évolué. Le cadre de base restait, patte dans le requin, feulement théâtral, roulade. Mais il ajoutait des variations. Parfois, il traînait le requin sur le sol d'abord, comme s'il était tiré par un prédateur bien plus gros. Parfois, il le lançait en l'air et le rattrapait au vol, les mâchoires claquant sur le plastique. Parfois, il l'approchait lentement, prudemment, comme s'il le traquait, avant de découvrir soudain que sa patte était coincée. Chaque représentation était assez différente pour rester fraîche, assez familière pour devenir tradition. Vous aviez aussi remarqué autre chose. Il lisait la pièce avec une précision surnaturelle. Quand quelqu'un semblait triste ou stressé, épaules crispées, sourire qui n'atteignait pas les yeux, il montait le drame, feulement plus long, roulade plus élaborée, séquences étendues, où il combattait le requin à travers plusieurs pièces, entraînant son public dans un voyage. Et il ne s'arrêtait que lorsqu'il avait obtenu un vrai rire, celui qui brise la lourdeur qu'on avait apportée avec soi, comme s'il s'était autoproclamé clown thérapeutique de la maison et qu'il prenait ce travail très au sérieux. Un après-midi, Madame Dubois, celle dont le petit-fils avait oublié le requin, était venue, l'air particulièrement lasse. Elle s'occupait de son mari malade depuis longtemps, et ça se voyait à sa démarche, à la manière dont elle s'était enfoncée dans le canapé, comme si elle n'avait plus la force de se tenir droite. Vous aviez préparé du thé, tenté des banalités, mais son regard restait lointain, fixé sur un poids invisible. Léo était apparu dans l'embrasure, le requin déjà dans la gueule. Il s'était arrêté, avait évalué la situation. Puis il avait marché droit vers elle, avait sauté sur le canapé à côté d'elle, et avait déposé le jouet sur ses genoux, avec une douceur inhabituelle. Elle avait baissé les yeux, surprise. Il l'avait regardée, avait roucoulé une fois, et avait attendu. Comme elle ne réagissait pas tout de suite, il avait repris le requin, l'avait poussé plus près de sa main, et avait roucoulé encore, plus insistant. « Je crois qu'il veut que vous regardiez. » aviez-vous dit doucement. Elle avait posé la main sur le jouet. Les oreilles en de Léo s'étaient dressées, et il avait commencé la version la plus tendre de son numéro que vous ayez jamais vue. Feulement plus doux, mouvement plus lent, moins de chaos, plus de chorégraphie. Il s'était roulé sur le dos à côté d'elle, patte dans le requin. Mais au lieu des habituelles convulsions théâtrales, ses gestes étaient presque délicats, presque une invitation à oublier un instant tout ce qui faisait mal, à se concentrer sur cette petite chose absurde, un lynx sauvage qui prétendait être vaincu par un jouet. Au milieu du numéro, Madame Dubois s'était mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, l'autre sorte. Celles qui viennent quand quelque chose d'inattendu brise une armure soigneusement entretenue et vous rappelle que la joie existe encore, même dans les saisons difficiles. Elle avait tendu une main rideuse et caressé son flanc tacheté. Il s'était interrompu en plein feulement, l'avait regardé et avait émis un de ces doux trilles que vous n'aviez entendu qu'une poignée de fois. Le son du contentement, du lien. « Merci », avait-elle murmuré. Et vous n'étiez pas sûr qu'elle s'adressait à vous ou à lui. Ce soir-là, après son départ, après que les tasses eurent été lavées et rangées, vous vous étiez assis par terre avec Léo et le requin entre vous. La maison était calme, le spectacle terminé. Mais il n'avait pas fini. Il avait pris le requin, l'avait apporté jusqu'à vous, et au lieu de le lâcher pour un nouveau tour, l'avait simplement déposé dans vos mains. Puis il avait grimpé sur vos genoux, ce qu'il faisait rarement, seulement quand l'envie le prenait, et avait glissé sa tête sous votre menton. Son ronronnement était parti bas, et avait grandi, une vibration que vous sentiez contre votre poitrine. Vous l'aviez tenu. Cette chose sauvage qui avait choisi la domesticité. Cette créature traumatisée qui avait choisi la joie. Ce lynx qui avait appris que la bêtise pouvait être un langage d'amour et qui vous avait appris à le parler couramment. « Tu ne joues pas là », aviez-vous dit dans sa fourrure. « C'est juste nous, juste le calme. » Il s'était légèrement déplacé, ajustant son poids pour se blottir plus complètement contre vous. Le ronronnement continuait, régulier comme un cœur, et vous aviez compris quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps. Les performances n'étaient-elles pas séparées de ces moments-là? Elles étaient la même chose. Chaque acte ridicule, chaque feulement exagéré, chaque fois qu'il enfonçait sa patte dans ce stupide requin en plastique, c'était lui qui disait « Je te fais assez confiance pour être absurde. Je te fais assez confiance pour être vulnérable. Je te fais assez confiance pour avoir besoin de ton attention et te la demander directement. » Le requin gisait à côté de vous sur le parquet. Son sourire en plastique
captant la dernière lumière de l'après-midi. Demain, il l'attraperait probablement dès le réveil. Demain, il y aurait peut-être de nouveaux visiteurs, de nouvelles variations sur le thème. Mais là, dans ce moment calme, il n'y avait que la chaleur, le ronronnement, et le don étrange d'avoir été choisi par quelque chose de sauvage. Vous ne saviez pas combien de temps vous étiez resté là, assez longtemps pour que vos jambes s'engourdissent, assez longtemps pour que la lumière passe de l'or à l'ambre, puis au violet doux du début de soirée, assez longtemps pour qu'il sombre dans ce demi-sommeil où ses pattes frétillaient parfois, chassant des proies oniriques dans des forêts de rêves, et quand il s'était enfin réveillé, étiré, et avait sauté de vos genoux, il n'était pas allé loin. Ils étaient roulés en boule sur le tapis tout près, une patte étendue pour toucher le requin, le revendiquant même dans le sommeil. Vous aviez sorti votre téléphone, chose rare. Vous préfériez garder ces moments privés, et pris une seule photo. Pas de lui endormi, pas du requin, mais de la pièce elle-même, doucement éclairée et paisible, avec une silhouette de la taille d'un lynx à peine visible dans le coin. Preuve d'une vie que vous aviez parfois encore du mal à croire réelle. Preuve que la guérison pouvait ressembler à de la comédie, que la confiance pouvait sonner comme un rire, qu'un lynx sauvé et un requin en plastique pouvaient devenir un langage à eux seuls. Cette nuit-là, vous vous étiez endormi sur le canapé sans le vouloir, épuisé par le poids accumulé des jours de spectacle, de visiteurs, et par le travail émotionnel d'être le témoin du voyage de Léo. Vous vous étiez réveillé vers minuit, avec la sensation familière de quelque chose déposé délicatement sur votre poitrine. Vous aviez ouvert les yeux. Le requin, bien sûr, et Léo assis sur le dossier du canapé, silhouette découpée contre la fenêtre où la lune peignait tout en argent et ombre. Il avait roucoulé doucement, interrogateur, pas exigeant, juste un contrôle, pour vérifier que vous étiez là, que le lien tenait toujours. « Je suis là », aviez-vous murmuré. Toujours là. Il avait roucoulé encore, satisfait, et s'était roulé en boule sur l'accoudoir près de votre tête. Le requin était resté où il l'avait posé, une encre en plastique vous reliant à cette réalité étrange et merveilleuse. Et tandis que vous vous rendormiez, vous entendiez sa respiration se caler, sur le rythme lent du contentement. Vous sentiez la légère vibration d'un ronronnement qui semblait dire « C'est chez moi, c'est sûr, c'est là que je choisis d'être ». Il y a un souvenir qui reste dans votre mémoire, avec une netteté inhabituelle, précis et tranchant, là où la plupart des souvenirs sont flous. Ça s'est passé 3 semaines après que vous l'aviez ramené. En ces premiers jours, où il était encore plus ombre que substance, plus absence que présence, vous étiez assis à Chess, la table de la cuisine, des papiers étalés devant vous, les documents d'adoption, les consignes de soins, les numéros d'urgence du vétérinaire, essayant d'assimiler la réalité. Vous étiez désormais responsable d'un animal sauvage qui ne voulait rien avoir à faire avec vous. Il se cachait sous le lit depuis des heures. Vous aviez laissé de la nourriture, de l'eau, une litière dans un coin de la chambre. Vous lui aviez parlé d'une voix douce, à travers la porte fermée, narrant vos gestes comme l'association vous l'avait conseillé. « Je prépare juste le dîner, je n'entre pas. Tu es en sécurité. » Toutes les phrases censées aider un animal traumatisé à comprendre que ce nouvel environnement ne représentait aucune menace. Mais il n'avait jamais répondu, jamais émis un son. Et vous aviez commencé à vous demander si vous n'aviez pas fait une terrible erreur, si le sauvetage et la réhabilitation étaient au-delà de vos capacités, si l'amour seul pouvait suffire à réparer quelque chose d'aussi profondément brisé. Ce soir-là, vous aviez abandonné les papiers et allumé la télévision, volume bas, juste pour combler le silence. Un documentaire animalier, des loups dans le Yellowstone, ou peut-être des ours en Alaska, vous ne vous souveniez plus, mais vous souveniez du moment où il était apparu. Soudain, là, dans l'embrasure entre la chambre et le salon, les yeux d'ambre captant le bleu tremblotant de l'écran. Il n'était pas venu plus près, n'avait pas approché, juste resté planté là à regarder. Vous aviez figé, de peur que le moindre mouvement ne le renvoie dans sa cachette. Vous étiez resté comme ça 20 minutes, lui debout, vous assis, la télévision narrant la vie d'animaux sauvages qui ne connaîtraient jamais de murs, de portes, ni la transaction compliquée de la confiance entre espèces. Et puis, si lentement que vous aviez failli ne pas le remarquer, il avait fait un pas en avant, puis un autre. Puis il s'était assis, encore à 3 mètres, encore prêt à fuir, mais présent, visible, choisissant pour la première fois d'exister dans la même pièce que vous, sans que la peur ne dicte la décision. Vous aviez pleuré cette nuit-là, après qu'il fût retourné dans la chambre, des larmes silencieuses venues d'un endroit plus profond que prévu, parce que vous aviez pris la mesure de la solitude qu'il avait dû endurer, du courage qu'il avait fallu pour franchir ce seuil, que la confiance,
Pour les créatures qui ont appris que le monde était dangereux, n'était pas un sentiment, mais un acte. De petits actes répétés, accumulés avec le temps, jusqu'à ressembler à quelque chose qui pourrait un jour s'appeler la foi, idle. C'était il y a 8 mois. Le lynx qui avait peur de partager une pièce était devenu le lynx qui exigeait d'être le centre de l'attention. Qui avait appris que les humains pouvaient être source de joie plutôt que de menaces. Qui avait transformé son traumatisme en théâtre, sa peur en jeu, son isolement en lien. Mais la transformation n'avait rien de magique. Ça avait été du travail, surtout le sien. Le travail lent, patient, de tester les limites et de découvrir encore et encore qu'elles tenaient, que vous étiez constant, que la sécurité n'était pas une condition temporaire, mais un état permanent sur lequel il pouvait compter. Le jouet requin était devenu le symbole le plus visible de cette transformation. Mais il n'en était pas la cause, il en était l'effet, la preuve d'un changement intérieur qui s'opérait depuis le début, sous la surface, de façon que vous ne voyez pas toujours. Il avait appris à faire assez confiance à son environnement pour y être ridicule, pour y être bruyant, pour y réclamer des choses, pour s'attendre à ce que ses besoins soient satisfaits et sa présence bienvenue. Ce n'étaient pas de petits exploits pour un animal qui avait été abandonné. C'étaient des révolutions. Vous aviez pris l'habitude de ranger le requin à un endroit précis sur l'étagère du salon, entre un cadre photo et un petit succulent. Il savait où il habitait. Tous les matins, une des premières choses qu'il faisait après le petit déjeuner était de marcher jusqu'à l'étagère, de se dresser sur ses pattes arrière et d'extraire délicatement le jouet avec ses dents. Puis il le portait là où vous étiez, cuisine, bureau, chambre. Et la première représentation de la journée commençait. C'était devenu un rituel, une façon de dire bonjour, une façon d'établir que, aujourd'hui comme hier, le monde était assez sûr pour le jeu. Les visiteurs continuaient à venir, attirés par l'histoire du lynx comique. Mais vous aviez commencé à remarquer quelque chose dans leur réaction. Ils arrivaient en espérant du spectacle, en espérant rire d'un animal bête faisant des choses bêtes, et ils riaient, ils y veillaient. Mais ils repartaient avec autre chose dans le regard, quelque chose de plus doux, comme s'ils avaient assisté non seulement à une comédie, mais à un témoignage de résilience, pas seulement à une performance, mais à une preuve que la guérison était possible. Une femme, amie des Dubois, était restée plus d'1 heure. Elle l'avait regardé épuiser tout son répertoire, le requin, les effondrements théâtraux, les feulements, les poses parfaites. Elle avait ri jusqu'à faire couler son mascara. Et puis, en partant, elle s'était arrêtée dans l'embrasure et avait dit quelque chose que vous n'attendiez pas. Ma psy n'arrête pas de me dire que je dois retrouver la joie après tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'à maintenant, en le regardant. Elle avait désigné Léo qui se toilettait sur le canapé, le requin à côté de lui. Il l'a choisi tous les jours, la joie, malgré tout ce qu'il a vécu. Vous aviez hoché la tête, incapable de parler, tant votre gorge était serrée, parce qu'elle avait mis des mots sur ce que vous ressentiez, sans pouvoir le formuler. Léo ne jouait pas seulement la comédie, il enseignait. Enseignait que la guérison ne ressemble pas toujours à une récupération solennelle ou à une restauration discrète. Parfois, elle ressemble à un lynx sauvage, avec un requin en plastique, qui exige l'attention, qui impose le rire, qui refuse de laisser son passé dicter la forme de son présent. L'association qui vous l'avait confié avait rappelé quelques mois après l'adoption, suivi de routine. Vous leur aviez parlé du requin, des spectacles, de la façon dont il était passé de se cacher sous les meubles à orchestrer des comédies élaborées. La femme au téléphone était restée silencieuse un long moment avant de répondre. C'est inhabituel. La plupart des lynx en réhabilitation gardent leur comportement sauvage, même en captivité. Ils tolèrent les humains, mais ne recherchent pas activement l'interaction. Ce que vous décrivez, ce niveau de sociabilité, ce désir de contact, c'est plutôt le propre des animaux qui ont été avec les humains depuis le plus jeune âge. Il a dû décider très tôt que vous valiez la peine, qu'on vous fasse confiance. Valoir la peine, qu'on vous fasse confiance. La phrase était restée, s'était installée dans votre poitrine comme une chaleur, parce qu'elle signifiait que la transformation n'était pas à sa sens unique. Il n'avait pas seulement appris à vous faire confiance. Vous aviez prouvé que vous étiez digne de confiance, par la constance, par la patience, par votre présence jour après jour avec de la nourriture, de l'eau propre, une voix qui ne montait jamais dans la colère, en lui laissant l'espace quand il en avait besoin et l'attention quand il la demandait, en riant à ses pitreries plutôt que de punir sa sauvagerie, en le laissant fixer les termes de la relation et en respectant ces termes, même quand ils impliquaient d'être réveillé à l'aube par un lynx avec un requin en plastique. Le jouet lui-même commençait à montrer des signes d'usure. Le plastique bleu avait un peu décoloré à force d'être porté dans sa gueule.
Une nageoire était légèrement déchirée. Le mécanisme qui faisait claquer la bouche se relâchait, nécessitant plus de pression pour fonctionner. Vous aviez pensé le remplacer, en commander un identique en ligne, mais quelque chose vous en avait empêché. Ce requin, avec toutes ses imperfections et ses marques d'usure, faisait partie de l'histoire, du langage que vous aviez construit ensemble. Un œuf n'aurait pas porté la même signification. Alors, vous aviez renforcé la nageoire avec de la super glue, resserré le mécanisme comme vous pouviez, le laviez régulièrement pour qu'il reste propre. Vous le traitiez avec le soin qu'on réserve à tout objet précieux, parce que c'est ce qu'il était devenu. Pas précieux au sens monétaire, mais au sens des symboles, qui représentent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce jouet était la preuve que la joie pouvait être transportable, que la confiance pouvait tenir dans une poche, que l'abîme entre sauvage et domestique, entre traumatisme et guérison, entre peur et amour, pouvait être franchi par quelque chose d'aussi simple que le rire partagé autour d'un requin en plastique. Un soir froid de fin d'automne, presque un an après son arrivée, vous étiez assis par terre dans le salon, le requin dans les mains, le tournant et le retournant, examinant les marques d'usure comme un archéologue étudie des artefacts. Léo dormait sur le canapé, roulé en boule serrée, son pelage tacheté montant et descendant, au rythme de sa respiration. La maison était calme, de ce calme plein, qui contient la paix, plutôt que l'absence. Vous pensiez à la question que les gens posaient, parfois. Est-ce qu'il est heureux? Comme si le bonheur d'un animal sauvage en captivité pouvait se mesurer à une échelle objective, comme si vous pouviez savoir ce qu'il aurait choisi si le monde avait été différent, s'il n'avait jamais été orphelin ou abandonné, s'il avait grandi dans la nature, comme les lynx sont censés le faire. Mais ce n'étaient pas les termes de sa réalité. Sa réalité, c'était cette maison, cette vie, cet arrangement étrange où un prédateur sauvage et un être humain avaient appris à coexister, non pas seulement paisiblement, mais joyeusement. Était-il heureux? Vous ne saviez pas, ne pouviez pas savoir, mais vous saviez qu'il était joueur, qu'il recherchait le lien, qu'il avait développé des préférences, des routines, un sentiment de sécurité qui lui permettait d'être ridicule, ce qui était peut-être la chose la plus proche du bonheur que n'importe quelle créature, sauvage ou domestique, humaine ou animale, puisse atteindre. Il s'est agité sur le canapé, a ouvert un œil, et vous a vu assis par terre, avec le requin. Immédiatement réveillé, il a sauté, trottiné jusqu'à vous. S'est assis devant vous, a roucoulé une fois. Invitation, demande. Début du spectacle du soir, pile à l'heure, mais cette fois, vous avez fait quelque chose de différent. Au lieu de poser le jouet par terre pour le regarder interagir, vous le lui avez tendu, gueule ouverte, comme si vous proposiez de jouer son rôle. Ses oreilles se sont dressées. Perplexe, il a penché la tête, a roucoulé encore, interrogateur. Vous avez légèrement agité le requin, maintenant l'offre, et puis, avec la curiosité prudente de quelqu'un qui tente quelque chose de nouveau, il a tendu une patte et l'a doucement glissée dans la gueule du requin. Vous avez refermé la bouche autour de sa patte, délicatement, pas assez fort pour faire mal, et vous avez émis un son, grave et joueur, imitant son feulement théâtral. Ses yeux se sont écarquillés, tout son corps s'est figé, et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il s'est mis à ronronner. Pas le feulement dramatique, pas la performance, juste un ronronnement profond, sincère, qui vibrait dans tout son corps. Vous avez ouvert la gueule du requin, libéré sa patte, et il l'a immédiatement remise dedans, vous regardant avec attente. Vous avez refermé, refait le son. Il a ronronné plus fort, et vous avez compris que c'est ça qu'il demandait depuis le début. Pas seulement un public, pas seulement l'attention pour l'attention, mais la participation, la réciprocité, la confirmation que le jeu pouvait aller dans les deux sens, que le lien se construisait ensemble, que sa bêtise trouvait écho dans votre propre envie d'être bête à votre tour. Vous avez joué comme ça pendant 15 minutes, à tour de rôle avec le requin, chacun jouant pour l'autre, les rôles de clown et de spectateur se dissolvant dans quelque chose de plus mutuel, de plus vrai. Et quand vous avez fini, quand il s'est roulé en boule à côté de vous sur le parquet, la tête posée sur votre jambe, et le requin glissé sous son menton, vous avez senti quelque chose se poser dans votre poitrine, une forme d'accomplissement, le sentiment d'avoir touché du doigt quelque chose d'important sur l'amour. Qu'il ne s'agissait pas de réparer ou de sauver ou de réhabiliter. Il s'agissait d'être témoin, de se montrer, d'être prêt à se laisser changer par la créature à laquelle on s'était engagé à prendre soin. Dehors, les premiers flocons de l'hiver commençaient à tomber. Doux, captant la lumière du porche, descendant en spirale, paresseuse, dedans. Un lynx dormait avec un requin en plastique, en sécurité, au chaud, et ridicule, et vous étiez assis à côté de lui, gardien, compagnon, et élève, apprenant le langage qu'il vous enseignait, une performance absurde après l'autre, le langage qui disait que la guérison était possible, que la joie était un choix.
que la confiance se construisait dans de petits moments répétés, jusqu'à ce qu'ils deviennent une vie. Demain, il vous réveillerait probablement à l'aube avec le requin. Demain, il y aurait d'autres spectacles, d'autres visiteurs, d'autres éclats de rire résonnant dans des pièces qui n'avaient connu autrefois que le silence et la prudence. Mais ce soir-là, il n'y avait que cette paix, cette présence, et un cœur sauvage qui choisissait l'amour, encore et encore.